mettant en lumière un peu tout ce qu'on a exposé et justement ce fait que plusieurs personnes ayant apporté leur petite pierre de l'édifice à une seule chose qui devient l'IA générative, notamment ChatGPT, qui donc en soi auraient tous une toute petite partie de droit, si j'ai bien compris, sur ces générations, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Qu'est-ce qu'il en est pour ce qu'elle génère alors on entend parler des deepfakes notamment en ce moment, ce qui pose plein de questions aussi sur les questions de droit à l'image et sur les questions de droit des données, droit d'utilisation de l'image. Ça pose en fait, ça soulève plein de problèmes de droit ce chat GPT finalement. Chat GPT et puis d'autres en fait. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, on est vraiment confronté à un vrai sujet de fake news, de retournement de l'information. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais là que ce soit grâce à, on va dire avec l'IA de manière générale, l'IA générative, c'est vrai qu'en fait on donne des moyens à des gens plus ou moins bien intentionnés de faire des faux avec une facilité à une échelle qu'on n'avait jusque-là jamais connue. Et il y a déjà eu, et c'est la vidéo de Barack Obama que je voulais que l'on voit, alors, vous allez voir si c'est vraiment Barack Obama d'ailleurs. On va la regarder ensemble cette vidéo. Ah oui. Justement, et en fait, il vient dire, voilà, quelqu'un pourrait utiliser l'image d'un tiers pour lui faire dire ce qu'il n'aurait jamais dit. Et à la fin, je crois que Barack Obama dit un truc du genre bisous bitches. Bon, moi ça me fait beaucoup rire en fait, parce que jamais Barack Obama n'aurait dit ça. Mais là, la technologie date quand même d'il y a quelques années, donc si on regarde attentivement, on voit que c'est pas Barack Obama. Aujourd'hui, on arrive à des résultats qui pourraient vraiment laisser planer le doute, et on pourrait se demander si c'est pas effectivement Barack Obama qui dit ça. Là, en fait, c'est tellement grossier qu'on se doute que c'est pas le cas, mais quelque chose d'un petit peu plus fin, on pourrait imaginer Macron qui vient dire n'importe quoi, ou qui exprimerait un soutien à je ne sais quel groupe pour des considérations politiques d'un opposant. Il y a un véritable sujet, et on a de plus en plus de mal à faire le départ entre l'original et le deepfake. Alors, aux États-Unis, il y a un décret qui a été signé il y a quelques jours par Biden qui vise à mettre en place petit à petit des standards pour permettre de reconnaître les communications officielles de celles qui ne le sont pas. Bon, moi je pense que c'est inquiétant quand même, parce que d'une part ça veut dire en fait qu'on essaye de dire que ce qui émane du gouvernement, en tout cas de l'administration et de l'État, c'est la vérité. Bon, moi je me rappelle d'un gouvernement américain qui nous disait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, et évidemment c'était faux. Donc je pense que la vérité se trouve dans la pluralité de l'information par des médias sérieux, et pas forcément que ça vienne que du gouvernement. Enfin, ça sonne quand même dictatorial, c'est peut-être un petit peu dur, mais un peu régime autoritaire. Je comprends l'intention, et au moins Biden propose quelque chose face à une situation qui est nouvelle. Pas non plus complètement critiqué, mais ça me paraît un peu insatisfaisant. Et le deuxième sujet, pour le coup en Europe, on a un petit temps d'avance là-dessus. Le sujet auquel les Américains vont être confrontés, c'est que là-bas, il n'y a pas de protection fédérale du droit à l'image. Tu as en fait une protection du droit à la vie privée et un petit peu du droit à l'image, mais dans chaque État fédéré. Et ce qui veut dire qu'en Californie, à New York et au Texas, t'as pas les mêmes protections, et que de toute façon la notion de vie privée et de droit à l'image aux États-Unis, c'est pas celle que l'on a en Europe du tout. Quand on a par exemple dû arrêter de filmer la police récemment, en tout cas qu'on nous a bien fait comprendre que la police ne devait plus être filmée pour des questions de droit à l'image, ce qui est moins le cas aux États-Unis, voire plus. Voilà, en fait, t'as quelques cas dans lesquels tu peux pas utiliser l'image de quelqu'un. Alors t'as par exemple dans certains États ce qu'ils appellent la false light, donc la fausse lumière, c'est le fait de présenter quelqu'un sous un faux jour, sur quelque chose qui est pas vrai. Déjà tous les États ne connaissent pas ça, et c'est vraiment pas grand chose en fait par rapport à ce que l'on connaît. Là, Biden a proposé ce qui est une protection fédérale. Ça va, déjà la proposition par rapport à ce qu'on a en Europe va pas loin, et en tout état de cause, il peut pas non plus. Le gouvernement fédéral américain a des compétences qui sont assez limitées au bout du compte. Je suis même pas sûr que tout soit parfaitement constitutionnel. Il faudra voir dans le détail comment ça va se développer. Eux, ils ont un vrai sujet pour le coup.
En France et en Europe, on a vraiment un temps d'avance sur ce sujet-là en particulier, parce qu'on a une protection de la vie privée, du droit à l'image des données personnelles, qui est beaucoup plus étendue que ce qu'ils ont. C'est-à-dire que si une personne est née vivante et viable, qu'elle est encore en vie, et que sur une image, une vidéo, un dessin, peu importe, si elle est reconnaissable, elle a un droit à l'image. Et donc en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Idem sur sa voix. On ne peut pas, par exemple dans la vidéo qu'on a vue de Barack Obama, on pourrait parfaitement envisager qu'il saisisse les juridictions françaises pour obtenir des dommages et intérêts. Sauf que tu vas me dire, oui, mais là, en fait, le préjudice est surtout aux États-Unis. Et en fait, en France, il pourrait obtenir de dommages et intérêts que pour le préjudice ressenti en France. Et encore faut-il le prouver. Donc tu vois, en fait, que tout ça, ça se dégonfle. Et en tout état de cause, on a une avance en fait, sur l'existence du droit en France et en Europe. Je pense que les États-Unis vont prendre encore énormément de temps s'ils arrivent un jour à avoir quelque chose d'équivalent. Mais ok, Barack Obama a son droit en France, il est content, mais une fois que la vidéo ou la fausse photo circule, le temps qu'il saisit ce juge, ça va prendre plusieurs mois, peut-être même une année avant d'avoir une décision, la faire exécuter, et le mal est fait, en fait. Et puis à partir du moment, et c'est ce dont on avait parlé, là, je les ai pas regardés dans le détail, mais j'ai lu qu'il y avait des fake news et des faux montages concernant le conflit actuel là, entre Israël et la Palestine. Et donc certaines personnes ne font plus bien la différence entre la vraie information et la fausse information, ce qui fait que quand ils voient une vraie info, ils ont un doute en fait. Et je trouve que c'est ça là qui est vraiment inquiétant, même d'un point de vue démocratique et au-delà des considérations personnelles de droit à l'image ou de droit à la voix, c'est qu'à partir du moment où tu as des citoyens dans une démocratie qui ne font plus le débat entre une fausse et une vraie information et qui doutent de tout, c'est quand même la porte ouverte à des dérives qui peuvent inquiéter. Et c'est vrai que là aujourd'hui, le droit français européen n'a pas grand-chose de très concret à proposer. Et c'est là où je me dis, l'approche au moins américaine présente l'intérêt de se dire on va essayer de lutter en amont contre ça, en estampillant, ça vaut ce que ça vaut, mais en estampillant certains contenus quand même vérifiés, vérifiables, en tout cas émanant d'une source qui a sa légitimité. Pas parfaite, mais qui a sa forme de légitimité. Ouais. Et donc on va avoir on a vraiment un vrai sujet démocratique sur la question des fake news. Et effectivement, ouais, donc là il y a un vrai sujet qui se pose pour les avocats de manière générale, ou en tout cas les avocats comme toi avec une spécialité dans le numérique. Tu penses qu'il y a un avenir et qu'il y a vraiment des choses qui vont devoir être créées, en tout cas des métiers presque qui vont devoir être créés Alors, je sais pas si... Il y a alors des métiers qui vont être créés, ça j'en suis assez convaincu, mais je pense que si les juristes ne s'emparent pas de l'IA, ils vont être confrontés à un vrai sujet. Je disais encore ce matin, d'ailleurs dans le décret Biden, il y a des dispositions relatives à l'utilisation de l'IA par la justice, et en France, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on a une utilisation concrète de l'IA devant les juridictions, mais on commence à avoir des outils qui te proposent dans certaines situations des jurisprudences qui seraient similaires. Enfin, tu commences à avoir un traitement des mises en relation en fait, de données, donc c'est un début d'IA qu'effectivement on utilise, et au sein du cabinet, effectivement, quand j'ai un dossier, je vais chercher une jurisprudence, en fait un précédent. Maintenant, les logiciels que j'utilise me proposent des jurisprudences qui sont similaires ou qui sont différentes. C'est un début d'utilisation d'IA, et c'est vrai que moi ça me fait gagner un temps énorme par rapport à un avocat qui n'aurait pas accès à toutes ces informations. Et donc si à un moment tu as une partie de la profession qui utilise ces outils d'IA, et à l'avenir un système dans lequel tu renseigneras les variables de ton affaire, qui te dira écoute, à 70% les juges ont jugé dans cette direction-là. Ceux qui n'utiliseront pas ces systèmes vont perdre du temps, vont être moins précis à mon avis dans leur analyse. Il n'est pas du tout question de laisser à une IA la justice. Je pense que elle est imparfaite, elle le sera toujours, mais c'est important que ce soit une justice des humains, rendue par des humains pour d'autres êtres humains, mais il y a un traitement en fait des textes légaux, de la jurisprudence, qui par l'IA en fait va nous permettre de gagner plus de temps, d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que ce que l'on a pu avoir. En fait, c'est un petit peu comme le passage, quand on est passé des formats papier à la base de données Légifrance. Ceux qui sont passés tout de suite ont eu un temps d'avance énorme par rapport aux autres. Donc en fait, c'est pas est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont se créer. C'est à mon avis en tout cas, si vous ne voulez pas mourir, va falloir s'y mettre.
Ouais, il va falloir s'y mettre. Et travailler sur la création d'un système spécial sur l'IA, c'est ce que tu essaies de nous expliquer. Je reviens un peu en arrière parce que j'avais une question moi aussi qui m'intéressait là-dessus. Qui saisit le tribunal lors d'un problème de propriété intellectuelle ? Ah, mais là c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est la personne qui s'estime lésée. Donc si moi, en fait, je considère que je suis l'auteur ou l'ayant droit de l'auteur et que quelqu'un a utilisé l'œuvre, je vais saisir le tribunal. Ça, c'est le schéma classique, c'est le schéma qu'on connaît au moins depuis le droit romain. Il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque romaine, mais tu vois, j'ai un préjudice, je saisis, c'est vraiment le schéma classique. Là, depuis quelques années, il y a un vrai renversement et je t'avoue que je suis d'un naturel assez optimiste, mais là, j'ai une petite alerte là-dessus. Notamment depuis l'entrée en vigueur du RGPD, là, ce qui a énormément fait parler la planète numérique. Donc le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, c'est une norme européenne. Et là, ce qu'il y a de assez innovant, c'est que le RGPD confère aux autorités étatiques en charge de la protection des données, donc en France c'est la CNIL, va en fait donner à la CNIL le pouvoir d'agir en fait au nom des personnes. C'est-à-dire que tu n'as plus une protection micro, c'est-à-dire par chaque individu, mais tu as une protection macro, par une entité qui est en fait ni plus ni moins qu'une administration, qui va décider d'engager la responsabilité d'une entité, alors qu'il n'y a pas forcément de préjudice pour les personnes concernées, que les personnes concernées peut-être s'en ficher complètement. Et donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce mouvement, et c'est pas non plus une surprise que ce soit né en droit des données perso, je pense que là, le législateur avait quand même une idée en tête. Les données personnelles, c'est un peu la base quand même du fonctionnement de l'IA. Alors parfois, tu vas ajouter des œuvres, de la musique, des photos, mais en fait, c'est de la donnée avec laquelle fonctionne l'IA. Et donc, c'est par les données qu'on entre dans ce système-là, en fait, qui consiste à conférer à des institutions étatiques le pouvoir, en fait, de saisir le juge. Donc, aujourd'hui, c'est limité aux données personnelles. Il y a déjà d'autres entités, je pense à la Direction générale de la protection des personnes, qui, lorsqu'elle entend parler d'une violation, alors c'est du droit de la consommation, mais peut engager des poursuites, peut en informer le procureur, sans même que les personnes intéressées n'aient forcément envie d'aller au procès. Donc, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que pour nous protéger de l'IA, le législateur européen et le législateur français se sont dit on va faire plus d'État, on va donner encore plus de pouvoir à l'État. Et donc, tu vois quand même que depuis plusieurs siècles, tu as une montée en puissance de cet État, tu as un peu un État léviathan qui se met en place petit à petit. Et donc, je me dis, en fait, pour lutter contre d'éventuelles dérives démocratiques, enfin plutôt même antidémocratiques par l'IA, on donne de plus en plus de pouvoir à l'État. Alors, en fait, je m'interroge et je me dis, mais est-ce que vraiment c'était une bonne solution ? Parce que concomitamment en France, on refuse d'ouvrir ce que les Américains appellent des class actions, c'est-à-dire en fait, concrètement comment ça fonctionne, tu as un cabinet d'avocats qui fait la publicité d'une action qu'il va mener, et puis les gens peuvent dire coucou, ça m'intéresse, et donne mandat à l'avocat. En France, c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais en tout cas ça se fait pas. Les associations peuvent le faire, mais tu vois, le fonctionnement est quand même un petit peu différent pour le coup. Donc moi je m'interroge en fait, est-ce que vraiment c'est pertinent dans une société qui veut être démocratique d'avoir toujours plus d'État et d'avoir en fait un État qui peut engager des poursuites alors que ça n'intéressait pas forcément les citoyens. Est-ce qu'en fait un système de class action aurait pas simplement permis de se dire, alors je dis pas, tu vas te dire tiens il dit ça parce qu'il avait envie de gagner de l'argent avec des class actions. C'est pas du tout, moi je me serais même pas positionné sur le créneau, mais je suis pas sûr en fait que pour lutter contre des dérives antidémocratiques, la solution soit systématiquement de plus en plus d'État, toujours plus de lourdeur administrative. Je m'inquiète un petit peu parce que je crois que toute institution a tendance à toujours chercher à étendre ses pouvoirs. Et une fois qu'on donne du pouvoir à l'État, pour le récupérer, j'ai pas beaucoup d'exemples quand même où on a récupéré du pouvoir de l'État. Depuis 1789, l'État a plutôt eu tendance à étendre ses compétences, à avoir de plus en plus de pouvoir. Il y a 2 ans, l'État nous a dit restez chez vous pendant 2 mois. C'était impensable il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, parce que c'est toujours sur fond de bonnes intentions, pour votre santé, on vous protège, restez chez vous. Alors, il y avait de bonnes intentions, mais on voit comme cet État qui devient un peu un État léviathan, toujours pour la protection. Avant, c'était la santé, aujourd'hui, c'est pour les données personnelles et contre l'IA.
voilà, je me dis, est-ce que j'ai toujours besoin d'être protégé par l'État? Est-ce que en fait, les citoyens ne peuvent pas s'organiser? Il y a un peu aussi une forme de déresponsabilisation de citoyens. Et dans une démocratie, voilà, la méthode en fait, qui est en train d'être mise en place, dans une démocratie, je ne suis pas convaincu de sa pertinence. Donc vous, votre travail, ça va être de faire attention à ce que on garde le plus de liberté possible sur un contrôle, en tout cas, au moins sur ces questions de création, parce que là c'est le sujet dont on parle, sur ces questions de création, de droit, de propriété intellectuelle, qu'on puisse aussi avoir une responsabilité qui nous engage à faire attention à comment on utilise notre création et comment on utilise notre création. Et Qui comment utilise on nos lutte pour se créations, protéger comment on lutte contre pour se les abus. protéger. Et là, tu parlais donc de pouvoir face à l'État. Et alors ça, tu m'expliquais que c'était des questions qui sont toutes nouvelles, mais on sait que la Chine est en train de faire des recherches sur l'IA et sur qui contrôle et qu'elle est en train d'amener plein de nouvelles choses. Alors, tu me disais que c'était tout nouveau et à prendre avec une lecture un peu d'un œil récent. En plus, alors le problème c'est que je n'ai pas accès moi directement aux sources chinoises, je les lis par le biais d'articles écrits en anglais, donc je ne peux pas m'assurer que les articles soient toujours pro-chinois. Mais dans le futur, ça pourrait... Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les Chinois commencent à mettre en place même des systèmes de notes sociales. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, les Européens on dit non tout de suite. Il y a un projet de règlement qui a été voté il n'y a pas très très longtemps, alors c'est encore en cours de discussion, il y a encore des amendements, mais c'est une première version plutôt, qui a été proposée par l'Union Européenne. Et c'est écrit comme noir sur blanc qu'est interdit l'IA qui a pour objectif de noter les citoyens. Okay. Voilà. Donc là, le système chinois qui te permet de payer, qui t'amène à payer plus d'impôts parce que tu as traversé la route quand le petit bonhomme était rouge. Tu vas me dire, les Français vont payer encore plus d'impôts si on met ça en vigueur en France, mais c'est complètement interdit. Ce serait complètement interdit en droit européen. Moi, ce qui m'inquiète en fait avec ce qu'on voit en Chine, c'est qu'ils ont l'objectif, comme les Américains et comme les Européens, d'avoir un temps d'avance économique. Je crois que pour l'instant, les Américains ont un petit temps d'avance, mais ils ont une capacité de production qui est telle qu'on peut s'interroger une fois que les Chinois en fait, auront mis en place un système juridique qui va tenir la route, il aura sa cohérence à lui, avec certains intérêts. Alors peut-être qu'il y aura des exportations du système, non pas pour noter, mais pour d'autres intentions. Et ce que j'ai trouvé un petit peu inquiétant encore dans le règlement européen, c'est qu'on dit vous avez des droits, mais attention, il y a des exceptions. Et puis alors la tarte à la crème depuis quelques années, c'est notamment en matière de terrorisme. Voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est que les Chinois sont en train de développer des technologies qui clairement ne sont pas démocratiques. Elles vont avoir une pertinence technologique, et qu'est-ce qui nous empêche de craindre que demain, les Occidentaux importent ces technologies qui seront très certainement au point et éprouvées auprès de dizaines de millions de Chinois, pour les utiliser en Europe et aux États-Unis, en expliquant que c'est pour lutter contre la délinquance, c'est pour lutter contre le terrorisme, etc. On gère aussi le contrôle de données derrière, parce que ça génère plein de données, qui les réutilise, où est-ce qu'elles vont, qui les protège. Ça amène plein d'autres questions. Exactement, et en fait c'est un véritable sujet, parce que on peut tout à fait envisager que ces données vont attirer l'attention, qu'aucun système numérique n'est infaillible. Bercy a été piraté, j'entends de temps en temps que des services secrets sont piratés, rien n'est infaillible. Ouais. Et je crois même que quand Bercy a été piraté, ils ont pris du temps avant de s'en rendre compte. Donc des données en fait aussi sensibles qui peuvent contenir des données qui sont erronées, je suis quand même un petit peu inquiet par cette collecte. Alors encore une fois, j'entends l'argument consistant à dire il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la délinquance, etc. mais ça fait poser des risques, et je crois que c'est toujours important quand même de garder en tête qu'en démocratie, il faut de la sécurité, sinon si tu n'as plus de sécurité, tu n'as plus de liberté de circuler et d'échanger. Je l'entends parfaitement, mais protéger la démocratie, c'est aussi en fait accepter qu'à un moment, dans un régime démocratique, il y a des failles. Et que oui, il y a forcément un minimum de délinquance. Parmi les pays les plus sûrs au monde, tu as beaucoup de dictatures. Parce que c'est sûr, ils interviennent avant même que ces Minority Report. Ils peuvent même intervenir avant que l'infraction soit commise. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet par cette collecte d'informations, ces dérives beaucoup extra-occidentales, mais qui arriveront à un moment ou à un autre chez nous. La technologie arrivera de toute façon chez nous. J'ai peur à l'utilisation parce que en fait, tu as beau mettre des textes,
Je ne sais pas en fait ce qui peut se passer une fois que les portes des administrations sont fermées. Moi, je vais peut-être lâcher une bombe et tant pis, je le fais. Ça m'est arrivé, j'étais en garde à vue pour un client, je te rassure, mais j'étais en garde à vue et j'ai entendu un policier sans aucun état d'âme dire devant moi qu'il allait modifier une heure dans son procès verbal parce que s'il ne modifiait pas l'heure, il y avait une nullité dans la procédure et la personne devait sortir. C'est pas, tu vois, c'est un petit détail. Mais en fait, une fois que la porte de l'administration est fermée, que la porte d'une grande entreprise ou une petite, peu importe, est fermée, il y a des règles, mais encore faut-il que l'information remonte, qu'il y ait quelqu'un qui saisisse. Enfin, il y a un risque d'abus qui ne soit même pas vu, en fait. Et tu penses que les entreprises, spécifiquement sur les questions d'IA générative, parce qu'elles l'utilisent de plus en plus dans leur création, ont des soucis à se faire? Est-ce que toi, tu es patron d'une boîte dans le numérique, tu peux utiliser l'IAG et subir, tu vois, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des injustices, entre guillemets, qui vont continuer d'être, ou en tout cas, des nouvelles injustices qui vont être créées, ou des faux pas qu'il ne faudrait pas commettre pour les patrons d'entreprise? Ah oui, alors je le voyais un peu comme ça, tu vois, la question. Oui, en fait, les risques pour les utilisateurs, en fait, ta question, elle est vraiment intéressante, parce que le gros risque, je pense, pour les utilisateurs, pas que les entreprises, pour les utilisateurs de l'IA, c'est les biais, en fait, parfois dont on ne se rend même pas compte. Je vais donner plusieurs exemples. Il y a une IA qui a été utilisée, si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas pour allouer des allocations sociales. Et en fait, il s'est avéré que l'IA avait un biais racial. Alors que les personnes qui avaient implémenté l'IA ne l'avaient pas envisagé. Mais parfois, en fait, tu as des biais, directement ou indirectement, en fait, que tu n'en es même pas forcément conscient, en fait. Mais tu vas avoir un biais qui va avoir pour effet de discriminer une partie de la population. Tu as aussi... alors là, ça m'a prêté à sourire parce que heureusement tout était faux, c'était un test, mais il aurait pu avoir des conséquences plus graves. Il y a un chatbot médical qui fonctionne avec une IA, évidemment, une IA générative en l'occurrence, qui répondait aux questions alors d'un faux patient, heureusement, qu'il interrogeait sur sa situation médicale. Et je pense que le chatbot n'a pas su trouver de réponse à la situation médicale du faux patient et lui a suggéré de se suicider. Tu vois, donc t'as vraiment pour avoir des conséquences désastreuses pour le corps médical en question. Tout à fait. Donc en fait, il y a des vrais risques donc de discrimination par l'utilisation de l'IA. Et ce que je trouve ceci dit intéressant, c'est que en voyant les biais discriminatoires de l'IA, ça nous renvoie en fait à nos propres biais dont parfois on n'a même pas conscience en fait. Donc en fait, ça peut aussi jouer le rôle de révélateur. Donc il y a un risque, mais on peut le transformer, je pense, en opportunité si on l'utilise intelligemment. Ça se retrouve notamment dans les processus de recrutement. Tu vois, il y a des IA qui sont utilisées et qui vont... C'était assez intéressant, par exemple, partir du principe que pour des raisons, encore une fois, de santé au travail, eh bien, on allait privilégier les CV de personnes qui se trouvaient dans un certain périmètre autour de l'entreprise. Je dis, c'est pas incohérent, parce que demander à des salariés de faire 2 heures le matin, 2 heures le soir, en termes de santé au travail, c'est pas forcément idéal. Ça part d'une bonne intention, encore une fois. Oui, mais en fait, quand on regardait l'entreprise, le quartier dans lequel elle se trouvait, au-delà, je t'ai dit 2 heures, c'est parfaitement hasard, mais en tout cas, au-delà du périmètre qui était ciblé, on tombait sur des quartiers plus populaires. Donc, résultat des courses... Une forme de discrimination sociale, en l'occurrence. Donc, tu vois, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec l'IA, c'est qu'en plus, à l'époque des valeurs, tu vois, on parle tout le temps, il faut avoir des valeurs, etc. Alors, en soi, en fait, l'idée est bonne, mais en fait, tout passe par les valeurs, quitte en fait à un petit peu oublier le principe de base qui est quand même... il y en a 3, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. On fait passer en fait des valeurs avant ça, et donc sur fond de belles valeurs, parfois en fait on tombe dans des excès sans même s'en rendre compte, tu vois, et je pense que cet exemple du recrutement, il est assez bon. Donc c'est... Le sujet, à mon avis, ça va être assez compliqué même pour les utilisateurs, c'est qu'ils n'ont pas forcément connaissance du fonctionnement dans le détail. Alors, on nous propose des obligations de transparence, d'explication de la façon dont c'est fait. Moi, je veux bien des explications sur de la transparence, des explications sur le mode de fonctionnement, mais je vais te poser une question, on va retourner le principe du podcast, mais
quand tu vas sur Internet, tu vas sur le site du Monde, du Figaro, peu importe, tu as une fenêtre qui apparaît, coucou, voilà la politique de traitement des données personnelles, et donc tu as une obligation de transparence quand tu es le Monde, le Figaro, peu importe, tu es obligé de donner les droits, toutes les informations sur la façon dont les données sont collectées, etc. etc. Est-ce que tu vas les lire, ces mentions-là? Non. Bon, au moins ça me rassure, tu as une vie. Mais tu vois, en fait, personne ne le fait. En fait, ces obligations de transparence qui sont posées au fur et à mesure, je me demande si c'est pas un petit peu du vent. Encore une fois, l'intention me paraît louable, mais en fait, dans un monde qui est limité avec des journées de 24 heures, il faut être raisonnable, les gens ne vont pas forcément prendre le temps d'aller lire tous ces éléments-là. Donc la transparence du RGPD, pour la majorité des utilisateurs, c'est du vent, complètement. Et j'ai peur que demain, l'utilisateur d'une IA, on lui a expliqué comment les données sont collectées, etc. etc. J'ai peur que peut-être 95% de la population soit un peu perdue. Je pense que même la charte de traitement des données personnelles de beaucoup de sites internet, à mon avis, si on demandait aux Français de l'expliquer, à mon avis, il y a 95% qui ne comprend pas tout. Donc, voilà, la transparence, ça a dû... J'entends, c'est l'époque aussi, ces trucs à la mode, la transparence, c'est très bien, mais j'ai vraiment peur que ce soit du vent, et que du coup, tu as des utilisateurs qui aient des effets négatifs de l'IA, et auxquels on reproche de ne pas avoir lu les éléments censés être transparents. En fait, tu l'as pas voulu, tu as commis une faute, tu as essayé d'être le plus diligent possible, mais juste tu as une transparence qui ne l'est pas, en fin de compte. Et du coup, ça te fait porter le poids d'une responsabilité. Je pense qu'il y a un risque, il y a un vrai risque. Après, ce risque-là aussi aujourd'hui, ça c'est pertinent, je crois qu'il peut, de ce que j'ai compris en tout cas, certaines assurances peuvent proposer aussi des protections. Sur la valeur aussi, donc... En fait, tu as maintenant des assurances qui proposent des couvertures de risques numériques. Donc, ça peut... L'erreur et le droit que tu n'as pas forcément lu toutes tes RGPD ou en tout cas... Oui, ou en fait, tout simplement que le risque se réalise. Le principe de l'assurance, c'est tu souscris une assurance et elle te couvre quand le risque se réalise. Si ce n'est pas le fruit d'un acte volontaire, effectivement, on peut tout à fait, je pourrais envisager en fait d'avoir cette couverture. Mais bon, si tu prends de l'IA, c'est qu'a priori ton entreprise va faire des économies substantielles. Peut-être que la contrepartie, c'est de t'assurer contre ça. Mais si demain je devais être chef d'entreprise et utilisateur d'IA, j'y réfléchirais très très sérieusement à couvrir ce risque. Ok. Merci beaucoup, Michael, pour tout ça, pour toutes ces informations. Donc, Michael, je répète, donc toi, ton cabinet, c'est LBV Avocat. Oui. Tu es disponible en Normandie. Je pense qu'effectivement, certains patrons d'entreprise vont avoir des questions à te poser dans très peu de temps. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu chez NWX aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Merci.